Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité et surtout de l'intérêt. Deux groupes d'invités ce matin pour parler immobilier et pour parler festival du rire. Deux groupes d'invités, comme je le dis. Steve Razier est avec nous. Steve Razier est le manager de Rachid Badouri. Il est PDG du Festival international du rire et avec lui, très certainement, on va parler de la deuxième édition de ce festival. Et dans un second temps, on accueillera Samantha Poré-Bayard et Fedna Delerme de K-Expert. Justement, le coût des loyers en Haïti, une véritable problématique. On aura donc à discuter avec nos invités, Samantha et Fedna, à la deuxième partie de cette rubrique. Mais accueillons notre premier invité, Steve Razier. Steve Razier, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci d'accepter d'être avec nous ce matin à Métropole. Merci à vous. Vous n'êtes pas haïtien, Steve? Non, d'origine martiniquaise, qui a grandi à Montréal, mais qui est haïtien d'adoption, puisque mon épouse est haïtienne et moi j'y suis depuis 2002, où je fais de nombreux voyages Montréal-Haïti. C'est pourquoi autant d'intérêt? La communauté haïtienne, elle est énorme à Montréal et on ne peut pas en dire autant des Martiniquais. Donc, j'ai grandi avec la communauté haïtienne à Montréal. Et les Antilles restent les Antilles. Donc, c'est une culture qui, pour moi, était devenue une appartenance à Montréal. Et donc, je me suis toujours senti haïtien. Et par vocation, j'ai été appelé à venir souvent en Haïti pour différents programmes et maintenant par affaire avec le Festival du Rire. Il y a eu une première édition. Oui. Apparemment, ça a marché. Les résultats étaient satisfaisants. Oui. Très grand succès. Oui. C'est ce qui explique... c'est la raison pour laquelle vous envisagez une deuxième édition? Certainement. Je crois qu'en grande partie, le succès est associé à l'excellent travail de Mme Jérôme, Hugueline Jérôme, qui a pendant longtemps développé le marché de l'humour. C'est ma partenaire dans le festival, plutôt je suis son partenaire dans le Festival du Rire, LOLFest. Et pendant tellement d'années, elle a su développer le marché de l'humour. Et c'est comme ça que j'ai fait sa connaissance. Elle m'a appelé il y a maintenant 8 ans pour avoir l'un des artistes que je représentais. Et c'est comme ça que j'ai fait sa connaissance. Et lorsque j'ai vu l'excellence, le travail, le sérieux qu'elle y mettait, ça m'a permis d'ouvrir des portes à l'étranger pour lui faire rencontrer d'autres artistes qui, eux, à leur tour, ont été séduits par Haïti. Et c'est avec toutes ces années qu'on s'est dit, attends, peut-être qu'il y a une possibilité de faire un festival du rire en Haïti. Ça serait le premier dans les Antilles. Et on a eu vraiment tout un succès. C'est toujours 3 objectifs qui nous a donné l'intérêt de le faire. Le premier, d'utiliser l'influence des artistes internationaux pour faire connaître Haïti. Deuxième objectif, c'est pour avoir des retombées économiques et sociales. Et troisième objectif, c'est de faire découvrir le talent local d'Haïti. Et ces 3 objectifs ont été atteints avec cette première édition, qui n'a pas été facile parce qu'on a dû faire face à un ouragan, on a dû faire face à une réorganisation de notre programmation et malgré tout, ça a été un grand succès. Donc, on est très, très Alors, heureux. en plus de ces aspects négatifs, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui a retenu l'attention lors de ce festival en Haïti? Je crois que c'était la première fois qu'on pouvait voir une aussi grande programmation sur de longues périodes. On était à 10 jours de programmation l'année dernière et on avait des artistes de la France, du Canada, des États-Unis. Donc, toute cette mobilisation sur l'humour, je crois que l'Haïtien de nature a le sens de l'humour. Et c'est quelqu'un, en famille, on blague, autour de la table, on blague, mais on l'a toujours vu comme quelque chose de social. On n'a jamais porté attention professionnelle à la chose. Et je crois que ce festival a amené ça, a amené un sérieux sur la plateforme que l'humour a en Haïti. Alors, ce que je voulais savoir aussi, c'est que c'était une première expérience pour les humoristes haïtiens et comédiens également. Qu'est-ce qui a marqué la participation haïtienne dans ce festival international?
Qu'est-ce qui a marqué? En fait, pour les étrangers qui étaient venus, ils ont pu découvrir le talent et l'excellence des humoristes haïtiens. On peut que parler d'Atis Ponche, que j'ai découvert personnellement l'année dernière, qui est un jeune humoriste, mais qui déjà fait sa place dans le cadre de l'humour. Il y a la troupe Languichat qui n'a pu à... On a pu à la définir. C'est une troupe légendaire et qui a remémoré les textes. Un spectacle qui n'avait jamais été fait en Haïti auparavant. Donc, je crois que toute cette nouveauté, cette place aux humoristes émergents également, a amené une nouveauté qui s'est fait sentir non seulement chez les Haïtiens, mais également à l'étranger. Il n'y a pas de timidité. C'est vrai, on dit que le rire est contagieux. Mais ce qui peut vous faire rire en tant qu'étranger peut ne pas m'inciter à rire. Comment on s'y prend pour réunir tout ça, pour que le rire puisse devenir une expression universelle? C'est une très belle question. Dans la musique, on n'a pas ce problème. On n'a pas ce problème. On joue une mélodie, tout le monde, même si on ne connaît pas la langue, on va sentir l'émotion. En humour, on doit comprendre le propos et l'environnement social également qui y habite. Je suis un manager d'artistes francophones et le problème se voit même de Montréal à Paris. On a le même problème. Et donc, les artistes qui sont venus l'année dernière ont dû adapter leur matériel. Donc, ils ont dû prendre quelques jours, voir comment, même rencontrer d'autres auteurs pour dire cette blague, je la fais à Paris. Est-ce qu'elle fonctionne ici? Est-ce que vous comprenez le contexte? Et donc, ils ont eu du coaching par des gens d'ici et ils se sont aussi imprégnés des réalités. Et ça, c'est la force des humoristes. Ils analysent, ils regardent un peu leur environnement et tout est une blague pour eux. Donc, ils ont pu, on a vu voir Rachid faire des blagues sur les tap-tap en Haïti, on a vu d'autres humoristes. Mais Rachid Badouri n'était pas à son premier coup. Non, lui, il était à son troisième visite en Haïti. Et c'est une fierté de voir comment il a été un ambassadeur également pour Haïti. Mais dites-nous, est-ce qu'il est venu de chaque pays où il doit évoluer? Il arrive une semaine ou 3 ou 4 jours à l'avance? Oui, 2-3 jours auparavant, justement pour bien s'imprégner. Et qu'est-ce qu'il fait? Comment il s'y met? Il s'y prend? Il écoute les radios? Il contacte les gens? Souvent, c'est très improvisé. Juste le fait d'arriver à l'aéroport, de voir comment les gens fonctionnent, dans les taxis, au restaurant. C'est pas trop académique, leur cheminement. C'est vraiment très naturel. Simplement de parler avec les gens du pays, ça leur permet d'avoir du matériel. Maintenant, en ce qui nous concerne, et d'ailleurs c'est l'objectif de votre présence ici ce matin à la rubrique Le Point, c'est pour parler de la 2e édition du Festival international du rire qui va être lancé et vous êtes ici pour en faire la promotion, très certainement. Tout à fait. Alors, ce sera en juin. Oui, du 25 juin au 9 juillet, donc 14 jours de festivités. Pour 2018, on l'a intitulé La Coupe du Rire, pour souligner également la présence de la Coupe du monde de football qui aura lieu en 2018. Donc, puisque la Coupe du monde est un tournoi de football international, on a jugé bon d'avoir la Coupe du Rire qui va offrir une programmation internationale avec des artistes de la Belgique, de la Suisse, de la France. Un moment. Oui. Quand vous dites la Coupe du Rire, ça ne veut pas dire que la personne qui va rire le plus longtemps que possible aura remporté... Non, du tout. Ça ne sera pas une compétition. Ça ne sera pas une compétition. Non, donc, c'est les gens qui arrivent à faire rire le plus de gens, ou encore le plus souvent. Oui, non, ce ne sera pas une compétition du tout. Du tout. À aucun niveau. Non. La seule nuance qu'on peut lui amener avec la Coupe du Rire, c'est vraiment que c'est justement pas une compétition. Pourquoi qu'on a jugé bon de faire le lien? C'est vraiment parce que le tournoi de football est quelque chose de planétaire. Tout le monde va en parler. Oui. Et donc, on voulait simplement faire un clin d'œil à cet événement mondial. Mais bien entendu, nous, on reste dans le rire qui est universel. C'est pas une compétition. Chacun a son style. Je vous assure que là, des gens pourraient donc n'étester cet éclaircissement, n'étester ces explications. On aurait, par exemple, assisté à des séances de répétition de rire, de rire le plus long. Oui. Il y en aura. Ou qui dure le plus. Il y en aura, ça c'est sûr. Chacun a sa force. Non, mais là, je parle de compétition. Oui, c'est ça. Là, c'est d'autres choses. Alors, il vous faudra combien d'humoristes haïtiens pour ce festival? Nous sommes encore à finaliser notre programmation. Donc, on a une très bonne programmation haïtienne.
des artistes émergents, des artistes connus, moins connus. Mais c'est important pour nous de donner l'ouverture aux artistes locaux puisque nous misons beaucoup sur la diaspora pour la deuxième édition. Il y a beaucoup de gens de l'étranger qui veulent venir. Et ça, c'est la beauté pour nous. Déjà, la première édition a fait beaucoup parler. Je suis dans le milieu, je connais tous les festivals à travers le monde, de Marrakech à Montreux, à Montréal, et tous ces festivals me parlent de l'exceptionnel succès qu'on a eu en Haïti et ils veulent venir. Donc, il y a plusieurs professionnels qui veulent vivre l'expérience. Il y a des artistes qui en ont entendu parler, qui nous appellent pour faire partie de la programmation. Et donc, on veut justement laisser la place aux artistes locaux pour faire découvrir le talent local également. Donc, et ça, je crois que c'est vraiment le but du festival. Oui, c'est faire rire, mais aussi de faire découvrir le talent et l'expertise qu'on a en Haïti. Que ce soit des éclairagistes, aux caméramans, aux producteurs, aux promoteurs, nous avons l'expertise à faire connaître et déjà, ça fait parler. Et les gens en France m'en parlent. On a déjà eu même des offres d'achat où ce que des professionnels voudraient s'accaparer de ce festival parce qu'ils voient l'excellent travail qu'on y fait. Donc, c'est vraiment tout un succès. Donc, c'est-à-dire qu'il y a possibilité d'exporter ce festival à l'étranger. Plus dans les Antilles. Avec une forte présence haïtienne. Tout à fait. Tout à fait. Je crois qu'en l'année 3, année 4, on va déjà parler de partenaires médiatiques où ce que, justement, le contenu va pouvoir être vendu dans des chaînes extérieures. Mais pour l'instant, nous sommes encore à faire nos devoirs et pour voir une deuxième édition avoir autant de succès, pour nous, c'est une grande fierté. L'année dernière, il y avait cet ouragan qui se mêlait de la partie. Et aujourd'hui, on décide de déconcentrer. On sera à Port-au-Prince, on sera aussi en province. Quelques détails. 4 sites. Donc, on parle de Port-au-Prince avec une programmation gratuite, Pétionville, quelques spectacles payants. Nous avons une programmation spéciale au Royal des Cameroun où on va profiter de 4 jours pour célébrer la fête du Canada le 1er juillet, un gala créole, un gala au féminin et le 4th of July, le gala américain. Donc, une programmation internationale au Royal des Cameroun. Et pour la première fois, en fait, on est dans notre deuxième édition, mais on se déplace à Jacmel pour une programmation d'humour là-bas. Donc, très fier, j'ai pu visiter Jacmel l'année dernière pour la première fois et je suis tombé en amour avec la ville. Et je crois que ça sera une très belle programmation qu'on va y tenir là-bas. Quelqu'un qui décide ou encore qui souhaite participer en tant que comédien ou humoriste, qu'est-ce qu'il doit faire? En fait, cette année, c'est une première. Nous aurons la scène découverte où ce qu'on va permettre à des artistes qui ont le talent, qui n'ont peut-être pas encore la plateforme, de venir auditionner. Et le grand gagnant se permettra d'avoir un 15 minutes de gloire sur une scène avec des professionnels. Donc ça, c'est tout nouveau. Les gens pourront s'inscrire sur le LOLFest Haïti dans quelques semaines déjà. Et on aura des auditions pour ce faire. Sinon, les artistes déjà plus établis et connus, nous avons déjà fait appel à eux et nous sommes en pleine négociation. Donc là, il y aura, je dirais, 2 catégories. Une catégorie de professionnels déjà reconnus. Exactement. Et une catégorie de gens non encore connus. Tout à fait. Et pour ceux qui sont déjà connus, vous les avez déjà contactés. Oui, tout à fait. Mais les autres qui ne sont pas encore connus doivent se manifester. Exactement. Et les inscriptions et toutes les informations pour cette scène découverte est sur notre site lolfesthaiti.com. Vos attentes? On triple les effectifs, donc triple de succès, c'est notre objectif. Et pour nous, c'est vraiment, je mise beaucoup. Cette année, une nouveauté également, on va faire venir plusieurs influenceurs du web, des YouTubers, des gens de la Suisse, de la Belgique, de la France, du Canada, qui vont venir faire leur émission en Haïti. Donc pour nous, on veut vraiment que le festival soit une vitrine pour le talent et la culture de l'humour à travers le monde. Et donc, on a des objectifs très précis par rapport à l'exposition du festival à l'étranger. Et je crois qu'avec la programmation que nous avons et l'expertise que nous avons en Haïti, on va pouvoir atteindre nos objectifs. Vous pouvez nous dire approximativement combien de gens qui doivent arriver de l'extérieur, de l'étranger, en tant qu'artiste? Artistes, nous avons 14 artistes de l'étranger et on n'a pas encore terminé notre programmation. Donc, déjà, on compte sur 14 artistes. Mais on prévoit une vingtaine, une trentaine, non? Oui, certainement. Oh, oui. Et c'est possible de les accueillir, de leur offrir la possibilité de performer? De performer. Tout à fait. Nous avons plusieurs salles gratuites, des plateaux gratuits où que les gens vont pouvoir venir gratuitement écouter l'humour. Donc, on a plusieurs sites à Port-au-Prince et à Pétionville qui vont pouvoir nous permettre d'offrir tous ces talents. Et tout ça, vous avez dit que la participation du public est gratuite, non? Oui, dans plusieurs lieux. Il y a certains spectacles qui seront payants, mais la majorité, nous offrons une programmation gratuite. Vous avez, bon, normalement, c'est Madame Jérôme qui devrait pouvoir répondre à cette question. Vous êtes supporté par
par des sponsors, des commanditaires haïtiens? Oui, c'est un peu la tristesse de la chose. On ne peut pas encore compter sur du financement gouvernemental pour une initiative de cette envergure. On a des bonnes discussions avec eux, mais on attend encore un support financier. Exactement. Donc, on doit compter sur le privé et sur les efforts de Mme Jérôme et moi-même pour le succès de cet événement. Alors, on rappelle que cette édition se déroulera du 25 juin au 9 juillet, 14 jours, oui. 17 ou 14? 14 jours de festivités. 14 jours de festivités. Donc, on va rire, on va chasser la tristesse, le chagrin pendant 14 jours à Port-au-Prince et en province. Oui. On va rire. Le rire, vraiment, est une thérapie, non? Je le crois. Oui. Certainement, ça nous permet d'oublier, ça nous permet de parfois même guérir des maladies de l'âme. Il y a un verset que j'aime beaucoup dans la Bible qui nous parle qu'un cœur contrit assèche les eaux. Donc, souvent, la joie nous permet de passer à travers de lourdes épreuves. Donc, j'y crois. C'est une thérapie. Merci infiniment, Steve Razier. Et pour participer, on s'inscrit sur le site www.lolfesthaiti.com et nous aurons notre conférence officielle qui va annoncer la programmation dès le mois de février. Donc, merci de votre accueil. Merci de faire la promotion de ce festival. Je vous en prie. Allez, passez une bonne journée et bonne chance. Merci. Steve Razier, PDG du Festival international du rire. Et là, on parlait de la deuxième édition qui va être bientôt lancée. On observe la pause et au retour, on va parler, comme annoncé, immobilier avec Kai Expert, Samantha Poré-Bayard et Fedna Delerme. Tout de suite. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de l'intérêt. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point. Et là, avec nous, les experts de Kai Expert, ou les expertes de Kai Expert. Samantha P. Bayard et Fedna Delerme. Madame Bayard, bonjour. Bonjour, Wendell. Madame Delerme, bonjour. Bonjour, Wendell. Ça va bien? Ça va, merci. Et là, aujourd'hui, on va parler d'un sujet, je dirais, plus ou moins préoccupant. La difficulté que les gens de la classe moyenne ont, par exemple, pour acheter une maison, pour louer une maison. Ça devient de plus en plus difficile, apparemment. Et d'ailleurs, il y a des gens qui se mettaient en tête qu'ils allaient pouvoir facilement acheter une maison ou bien louer une maison avec le départ de la MINUSTAH, mais il paraît que les choses demeurent, les problèmes demeurent entiers. Alors, encore une fois, bonjour, merci d'accepter d'être avec nous ce matin. C'est un plaisir. Tout le plaisir est pour nous. Alors, vraiment. Avec Kai Expert, est-ce que toutes les portes ou encore les choses vont être beaucoup plus faciles pour les ménages, les jeunes couples? Non? Bon, on essaie vraiment de faire la différence, d'essayer de changer la façon que ça se faisait avant et l'immobilier donner vraiment un encadrement à un client qui vient à Kai Expert, d'essayer de les conseiller le mieux que possible, leur proposer les meilleures choses que possible, les meilleurs biens que possible. Et d'ailleurs, la manière de travailler, et nous essayons de nous adapter et pour que la personne soit satisfaite. Quand la personne vient au bureau, on essaie de faire d'abord un petit visionnement de photos pour bien comprendre ce que la personne cherche. Et je crois que beaucoup de gens apprécient cette façon de travailler parce qu'au lieu d'aller directement sur le marché et ne pas savoir ce que la personne cherche, donc au niveau de Kai Expert, on essaie justement de changer la façon et de pouvoir justement bien comprendre ce que la personne cherche et essayer de lui proposer quelque chose le plus rapprochant que possible de ce que la personne voudrait en termes de maison, pour louer ou pour acheter ou bien terrain, etc. Donc vraiment, on essaie de jouer notre part. À supposer que je cherche une maison, et les possibilités qui s'offrent à moi sont les suivantes. Alors, soit je contacte un courtier, le courtier va me dire, va m'emmener visiter les maisons, ou je vous consulte. Et à ce moment-là, au lieu de sortir avec moi, vous me présentez des photos. Non. Au fait, nous avons une procédure. Donc, si vous contactez un courtier, ce qui se faisait avant, c'est que le courtier vous donnait rendez-vous. Et tout de suite, c'est comme si, par exemple, vous contactez un agent, un courtier dans les rues et vous lui dites que vous cherchez une maison de 4 000 $ là, par exemple. Le courtier vous dit, d'accord, vendredi matin, passez me prendre devant Kinam.
Le courtier monte avec vous et va visiter avec vous. Mais ça ne veut pas dire que ce que le courtier va vous montrer, c'est exactement ce que vous cherchez. Nous-mêmes, ce que nous faisons, vous venez à l'agence, nous vous montrons toutes les possibilités, tout ce que nous avons dans notre portfolio. Donc, nous passons les photos pour vous et nous vous expliquons, excusez-moi, et alors l'environnement, nous vous parlons de l'environnement de la propriété, nous vous donnons des détails avant de sortir. Maintenant, par rapport à cette petite séance de photos, vous nous dites, oh oui, j'aime bien ce bien-là, j'aime bien ce bien, je veux aller visiter. Donc, on fait un genre de screening avant de sortir avec le client. Donc, quand on sort maintenant, on va visiter ce que vous avez sélectionné. OK. Là, c'est le côté publicitaire de Cas Expert. Maintenant, dans la pratique. Mais c'est le côté pratique aussi. C'est ce qu'on fait. Justement, parce qu'un client, par exemple, qui cherche quelque chose, à cause des problèmes de sécurité qu'il y a dans les rues, le trafic, etc., ça permet d'économiser beaucoup de temps pour le client. Est-ce que vous avez une catégorie ou encore un public cible? Quels sont les clients qui vous intéressent? Cas Expert est intéressé à tous les clients. Nous n'avons pas de catégorie de clients. Il n'y en a pas qui sont beaucoup plus intéressants que d'autres? Non. Maintenant, c'est vrai que par rapport au marché... Un client qui veut, par exemple, acheter un terrain ou encore une maison de 50 000 $ américains et d'autres clients qui souhaitent une maison de 250 000 $. C'est ce que j'allais ajouter, Wendell. Tous les clients nous intéressent. Maintenant, par rapport au marché, certains biens sont plus faciles à trouver que d'autres. Moi, je voudrais bien pouvoir contenter 100 clients de 50 000 au lieu de contenter un client de 250. Vous voyez la différence? Maintenant, oui, allez-y. Donc, c'est pour ça que nous-mêmes, nous sommes ouverts à tous les clients. Et c'est pour ça aussi que nous sommes très intéressés à des projets de développement. Parce que vraiment, les clients qui viennent à Cas Expert cherchent des biens, des logements à des prix raisonnables. Pour l'agent immobilier, la satisfaction, c'est de pouvoir justement trouver ce que le client cherche. Vous voyez, donc, sélectionner une catégorie... Oui, mais c'est quoi la disponibilité? Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui comme proposition? Bon, justement, c'est ce qui était le problème il y a quelques mois de ça, et c'est ce qui a fait justement qu'on commence de plus en plus à s'intéresser au développement. Parce que la frustration qu'on avait, et qu'on a un petit peu toujours, et c'est justement qu'on a beaucoup de biens qui sont en vente très chers, et nous avons beaucoup de demandes qui sont... Vous dites très cher? Bon, la plupart des maisons, bon, disons la plupart des maisons qui sont correctes, qui sont dans un bon quartier, il faut compter un minimum de 350 000 $. Et minimum. Et même quand vous trouvez à 350 000 $, il faut refaire la céramique, il faut tout refaire dans la maison et tout. C'est frustrant pour nous. Parce que la plupart des demandes que nous recevons, c'est à partir de 50 000 jusqu'à 150 000. À peu près la majorité des demandes que nous recevons. Mais nous n'avons pas de biens pour eux. Donc, c'est très frustrant pour nous. Donc, c'est la raison pour laquelle, comme Fidna le disait, mon associé, c'est que les développements nous intéressent énormément. Et d'ailleurs, depuis quelque temps, nous nous intéressons sérieusement, même nous-mêmes, à nous investir dans des projets immobiliers. Et nous avons justement ce petit projet, et dans lequel nous nous sommes lancés à Debussy, où justement, il y avait un terrain de 1800 mètres carrés. Et nous avons contacté GB Design, qui est une compagnie de construction. Nous leur avons présenté justement le terrain et les opportunités. Ils ont vu tout de suite comment c'était un projet qui aurait pu justement bien marcher. Ils nous ont proposé de lotisser et ils ont travaillé sur les plans. Et nous voilà maintenant, nous essayons justement de vendre ces maisons. Donc, ce sont des propriétés entre 285 et 300 mètres carrés, des maisons de 3 chambres à coucher, 2 salles de bain et demi, des maisons d'environ 160 mètres carrés, avec 20 mètres carrés de dépendance, donc plus ou moins adapté à la demande que nous recevons en tant qu'agent immobilier. Et nous vendons ces maisons neuves, clés en main, à 250 000 $. Donc, c'est possible. Inclus le terrain. Donc, on doit payer cash, non? Non, pas obligatoirement. La personne peut passer par la banque aussi. Mais 250 000 $. Bon, oui. Je dois dire que ça, c'est un premier projet, c'est un premier essai. Et les terrains à Debussy coûtent cher. Donc, c'est ce qui fait aussi que le prix
quand même, on a essayé le plus que possible d'arriver à un prix plus ou moins raisonnable de ce que nous recevons comme demande. Bien sûr, si on arrivait à trouver des terrains moins chers, très sûr, on pourrait se permettre de les vendre autour de 100 000, peut-être. Ça dépendra. C'est là qu'on veut arriver. C'est là qu'on aimerait arriver, pouvoir répondre à cette demande qui est là, qui existe. Vous n'avez pas le projet de laisser la région métropolitaine de Port-au-Prince, par exemple? Nous avons gagné justement l'appel à manifestation d'intérêt pour ce projet qui s'appelle Projet Noailles à la Croix des Bouquets. Et c'est un projet, superbe projet de 75 maisons. Et c'est le projet Tessina estimé. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Et les terrains varient entre 200 à 400 mètres carrés. Et les maisons sont de 2 chambres à 3 chambres à coucher. Et le prix varie entre 59 000 à 107 000 $. Clé en main. Clé en main. Le gouvernement, ça ne vous intéresse pas de vous associer avec le gouvernement, par exemple, oui, pour la mise en œuvre, pour l'implémentation d'un tel projet? Et vous voulez parler du projet de Noailles ou pour aller vers le développement? Aller vers le développement, c'est-à-dire laisser la région métropolitaine, par exemple, aller construire dans les zones plus ou moins reculées, à Titangien ou là où il y a de l'espace. C'est sûr qu'il nous faudrait le support du gouvernement. Et justement, je pense que l'un des principaux problèmes que nous confrontons, et justement, je pense que c'est important d'en parler, parce que la demande est là. Mais par rapport au problème, justement, de l'instabilité du pays, ça, c'est vraiment un réel problème. Et il faut en parler parce que justement, la demande est là, mais le fait que justement le pays soit constamment dans les problèmes de manifestation ici, le pays est instable, ça fait que justement les investisseurs ont peur d'investir parce qu'ils ne veulent pas dépenser de l'argent dans un pays qui est instable, exactement. Et les gens justement qui auraient voulu acheter, ils ont besoin d'acheter parce que bien souvent ils sont en loyer, ça ne les arrange pas de louer une maison, ils auraient bien voulu acheter. Mais le problème c'est qu'ils ont peur aussi parce que le pays est instable. Donc, cette instabilité, c'est pour ça qu'on a besoin justement du support du gouvernement. Et autre chose encore qu'il faut parler, c'est l'insécurité foncière. Ça, c'est un réel problème au niveau du secteur de l'immobilier. Et je pense que définitivement, il faudra que le gouvernement, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se parlent, mais il faudra vraiment, comme on dit, passer des paroles aux actes, parce que les problèmes d'insécurité foncière sont justement, font que les gens n'ont pas confiance, ils ont peur d'acheter des propriétés, ce qui est normal. Quand vous allez investir sur une propriété et vous achetez une propriété, après quelqu'un vient dire que non, cette propriété-là est pour moi. C'est un gros problème. Ou même pour l'acheteur même, qui achète quelque chose et puis après ça, quelqu'un vient et il dit c'est ma propriété. Donc c'est un réel problème. Ça, c'est l'État qui doit s'impliquer. Définitivement. Maintenant, mesdames, dites-moi, pourquoi, après le départ de la MINUSTAH, le coût des loyers reste toujours élevé? Pourquoi? Bon, la première chose, la MINUSTAH en général ne payait pas vraiment cher. Parce que ce qui arrivait, c'est que... Ne payait pas vraiment cher? Non. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils cherchaient surtout, et quand ils prenaient des appartements, ils étaient plusieurs dans les appartements. Donc, ils partageaient les coûts beaucoup. Les gens de la MINUSTAH partageaient leurs coûts. Ensuite, deuxièmement, ce qui arrive aussi, beaucoup de propriétaires ont leurs biens à crédit. Et les bons ne baissent pas. Moi, j'ai des propriétaires que nous appelons pour leur expliquer que le marché a beaucoup baissé et que c'est impossible de garder les prix et aussi élevés. Et ils me disent que, écoutez, Fedna, je voudrais bien descendre mon prix. Parce que garder 3 appartements vides, ça ne m'arrange pas. Mais aussi, si je descends, comment je vais faire pour payer le bon? Parce que je n'ai pas encore fini de payer la boîte. S'ils ne trouvent pas de clients, s'ils ne trouvent pas de gens intéressés, la maison restera vide quand même, les appartements resteront vides. Vous savez ce qui arrive, c'est que oui, c'est vrai ce que vous dites, mais parce que certaines fois, les gens trouvent quand même, ils trouvent des preneurs, ils trouvent des locataires. Donc, le propriétaire a toujours espoir, parce que je regarde, il y a des propriétaires qui laissent leur maison vide pendant 1 an, mais ils ont toujours espoir qu'ils vont trouver un locataire quand même au prix voulu. Donc, c'est très difficile de les... Ils sont optimistes. Ils sont optimistes, très optimistes. Oui, mais ça ne fait pas votre affaire quand même. Du tout. Vous qui êtes du secteur. Même pour eux non plus, parce que garder une maison vide où vous payez quand même et l'entretien,
c'est vraiment déficitaire. À ce niveau-là, qu'est-ce qui doit être fait? La situation, c'est qu'il y a vraiment un manque de maisons sur le marché. Il y a un manque de maisons et ça, c'est une réalité. Et je pense que s'il y a ce manque de maisons, c'est ce qui fait que les prix restent élevés. Si on arrive à faire des développements immobiliers et qu'il y ait justement plus de projets communautaires, comme ça se fait aux États-Unis, je pense définitivement que les prix de maisons vont baisser. Écoutez, mesdames, nous parlons de coûts, nous parlons de prix, nous parlons de maisons pour lesquelles on demande 4-5 000 $ américains le mois. Combien de gens vont pouvoir le faire? Justement, très peu. Et pourquoi les gens peuvent se permettre de demander ce prix? C'est parce que justement, ils savent que comme il n'y a pas beaucoup de maisons, donc ils peuvent justement se permettre de le demander. Non, mais je me pose la question aussi, où trouver ces gens qui vont le payer si la MINUSTAH n'est plus là? Je vais vous dire... Bon, les prix ont quand même baissé parce que maintenant, les maisons ne sont plus à 5 000, 4 000 le mois, vraiment. Il y en a toujours, mais il y en a beaucoup ça a moins. beaucoup baissé. Il y en a moins, effectivement. Oui. Mais les qualités de maison sont difficiles à trouver. Vous voyez, trouver une maison de bonne qualité, c'est-à-dire dans une bonne zone, c'est difficile. Donc, quand maintenant on en trouve, ces gens-là gardent leur prix élevé, effectivement. Là, nous parlions maintenant de maisons. Oui, on parle de maisons, mais les appartements, c'est à peu près la même chose. Mais vous savez, pour revenir un petit peu à la MINUSTAH, ce sont des gens qui venaient en général seuls. Ils ne venaient pas avec leur famille. Donc, ils louaient des appartements seuls ou ils restaient dans leur base à la MINUSTAH. Donc, vraiment, les gens qui louaient des maisons plus chères, ce sont plus des gens qui travaillaient dans les organisations internationales. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que le départ de la MINUSTAH ne nous a pas vraiment affectés. Par contre, les organisations internationales louent des maisons, elles viennent avec leur famille, etc. Mais les prix ont quand même baissé comparé à ce que c'était il y a quelques années de ça. Certainement. Ça a augmenté après le tremblement de terre. Ça a beaucoup augmenté après le tremblement de terre. C'était la folie. Mais ça reste, ça demeure, non? Non, ça commence à baisser. Vous êtes sûr? Parce qu'après le tremblement de terre, il y avait des maisons à 7 000, à 8 000, à 12 000. Le mois? Oui. Oh. Les gens demandaient ça. On a trouvé quand même des gens. Mais ça, ce n'était pas des Haïtiens, non? Il y avait des Haïtiens qui prenaient ces maisons? Non, pas vraiment. 8-12 000 $ américains, right? Maintenant, mesdames, dites-moi. Et là, on parlait d'appartements, on parlait de maisons. Pour acheter un terrain en Haïti, on dit que c'est très cher aussi. Oui, parce que j'en ai pas acheté. dépendamment de la zone, oui. Aidez-moi à comprendre. Alors, pourquoi c'est si cher? Là encore... Ça dépend vous allez me dire que ça dépend de la zone? À Port-au-Prince, c'est cher, effectivement. C'est cher. Maintenant, en province aussi? En province, c'est relativement bien moins cher quand même qu'en Haïti, on est d'accord. Dépendamment de la zone aussi en province. Parce qu'une rue principale reste une rue principale, que ça soit à Port-au-Prince ou en province. Vous voyez là où Nicolas Geoffroy, où il n'y a pas beaucoup de terrain. Donc, si finalement vous trouvez un petit terrain, on va vous demander cher. C'est pareil pour Pétionville. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, le peu de terrain qu'il y a, les gens demandent excessivement cher. Vous faites l'expérience très souvent, acheter des terrains? Bien sûr. Nous sommes dans les achats et ventes de terrains. OK. Quelqu'un vous appelle là maintenant et vous dit, ah, écoutez, je vais me marier bientôt, j'ai besoin d'un terrain, mais je n'ai pas beaucoup d'argent. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Je vais lui demander quand même quel est le budget et quelle superficie qu'il lui faut et quelle zone il pourrait considérer d'aller. Ces informations me permettraient de pouvoir vraiment répondre. J'ai appris aussi qu'aujourd'hui, si on a besoin d'acheter un terrain, il ne faut même pas penser Delma, Pétionville, il faut penser Kingscoff, La Boule et autres. Delma, ça va dépendre de la zone encore. Si vous voulez la route principale de Delma, ce n'est pas possible, ça va être cher. Mais si par exemple vous êtes ouvert, vous pouvez aller dans la zone de Colofé, par exemple, à Delma 33. On peut facilement trouver quelque chose? Vous pouvez trouver quelque chose à un prix plus raisonnable. Mais si vous voulez la route principale de Delma... Est-ce que vous me parlez de ce que vous avez de disponible là? Oui. OK.
Alors, on fait le petit jeu rapidement. Pas de problème. Pas de problème. Pour le centième, par exemple, on a besoin de combien de dollars américains pour un centième? Le centième est 129 mètres carrés. Et en général, on met nos prix par mètre carré. Vous voyez? Par exemple, sur la route principale de Delma, nous avons un terrain où le propriétaire demande, et pour lequel le propriétaire demande 200 $ le mètre carré. Par contre, dans la zone de Colofé que je viens de parler, la zone de Colofé, c'est la zone où se trouve l'église Shalom, par exemple. Vous rentrez à l'intérieur. Dans la zone de Colofé, par exemple, nous avons un terrain, le propriétaire demande 30 $ le mètre carré. Vous voyez la différence? Donc, sur la route principale, il n'y a pas beaucoup de terrain. Donc, dès que la personne, le propriétaire qui a un terrain, va demander excessivement cher, parce qu'il regarde, il ne voit pas de terrain. Mais dans la zone de Colofé, il y a beaucoup de terrain. Donc, ce propriétaire-là demande 30 $ qui est négociable. Maintenant, ça va dépendre de la zone que le client veut aller. Mais apparemment, l'industrie est rentable. Hein? Certainement. Le secteur, le secteur est rentable et comme je vous dis, il y a beaucoup de gens qui ont peur de risquer. Et à cause justement de ce que je disais, l'instabilité politique. Mais comment vous avez réussi à contourner l'insécurité foncière? Qu'est-ce que vous faites? Bon, nous respectons le processus, la procédure à la lettre. C'est-à-dire que nous proposons des notaires connus aux clients qui choisissent finalement et le notaire qu'il veut. Nous essayons vraiment de conseiller à la personne qui achète de passer par un notaire, d'avoir un avocat, de suivre la procédure au lieu de rencontrer le propriétaire et de lui dire « Tiens, tenez ça. Garde-moi le terrain, je vous donne cet argent, vous me gardez le terrain sans même faire analyser les papiers. » Donc, nous essayons de conseiller aux clients et de l'accompagner même, s'il le faut, pour prendre toutes les précautions nécessaires. Samantha et Fedna. Comme si je dis, si je n'ai pas un problème avec mon qui dit que Tessa m'a acheté, c'est pour eux, c'est passé par nous-mêmes, c'est ça? Le meilleur choix. Disons que nous accompagnons le client à prendre toutes les précautions. Wendell, vous ne savez pas que ça m'est arrivé un jour. J'ai accompagné un client sur le terrain et quand il a rencontré justement le propriétaire, il était venu avec son argent. Pour remettre tout de suite au propriétaire sans même faire vérifier les papiers. Je lui ai dit, mais quelle idée, c'est pas comme ça que ça se fait. Il y a une procédure à suivre. Donc, si c'était peut-être par l'agence qui était présente à ce moment, il aurait sûrement remis l'argent directement au propriétaire sur le terrain, sans vérifier la validité des titres, sans passer justement par toute la procédure d'arpentage et de justement vérification des voisins, citation des voisins, etc., toute la procédure normalement. Et voilà donc. Dites-nous en moyenne, la procédure dure combien de temps? Ça va dépendre si la personne passe par la banque ou pas. Si la personne ne passe pas par la banque, 3 mois, j'aurais dit. En général. Mais maintenant, si la personne prend un financement, et ça peut durer 6 mois et plus. Ça va dépendre aussi de si les papiers sont à jour ou pas, parce que l'empruntage peut prendre un petit peu de temps aussi. Si le propriétaire a tous ses papiers corrects, et moi j'ai mon argent disponible, je n'ai pas besoin d'aller à la banque. 1 semaine, 2 semaines. Le temps que le notaire vérifie quand même tous les papiers, malgré tout. Donc, pas de transaction sans vérification préalable? Pas de transaction sans vérification préalable, moi je le dis toujours. Et nous sommes très draconiennes de ce côté. Et c'est justement ce qui garantit le client, parce que le client, justement, quand il passe par nous, il a justement cette assurance. Je ne suis pas notaire, je ne peux pas vous garantir la validité des titres. Ça, c'est le notaire qui va le faire. Vous voyez? Mais par contre, je peux vous accompagner pour m'assurer que le processus est bien fait. Prenons le cas des Benoît, par exemple. Si vous étiez concerné ou encore si on vous avait confié les titres de cette terre et qu'aujourd'hui, il y a des gens qui débarquent carrément et disent que cette terre est à eux, qu'est-ce que vous auriez fait? Justement, on vient de le dire, nous ne sommes pas notaires, on ne reçoit pas de titre de propriété. Quand un propriétaire nous donne un bien à vendre, on lui demande où se trouvent les papiers et on lui conseille de déposer ce titre chez le notaire pour vérification. Donc, c'est le notaire qui va dire si le titre est correct ou pas. Maintenant, tout ce qu'on demande nous-mêmes, c'est une copie de plan de propriété. Ça ne vous arrive pas d'avoir un notaire qui est quand même complice ou encore impliqué dans de mauvaises transactions? Ça ne nous est pas encore arrivé, un cas expert. Et quelle est la place des avocats dans les transactions?
Bon, et l'avocat, à ce moment-là, ce qu'il fait, c'est qu'il vérifie encore les papiers. Il vérifie, si j'ose dire, la teneur pour voir est-ce que les papiers sont bien rédigés. Et les avocats font une recherche supplémentaire, je dirais. Après le notaire ou même avant le notaire, où il accompagne aussi le client dans toute la transaction pour être sûr que le client est bien défendu. Vous voyez? Donc, vous n'êtes pas notaire, vous Non. avez vos propres avocats aussi? Nous avons un avocat avec lequel on travaille pour cas expert, mais comme je le dis, nous ne faisons pas d'analyse de documents. Je vois que vous parlez souvent, vous répétez souvent notaire. Le notaire est important pour vous et l'arpenteur. Vous n'en parlez pas? Oui, Bien sûr, aussi. bien sûr. À quel moment il intervient, lui? C'est le notaire qui est le garant des Maintenant, titres. les titres sont déposés chez le notaire. Maintenant, le notaire vérifie si tout est correct et le notaire prévient l'acheteur que tout est correct. Et à ce moment-là, on va passer à la phase, le notaire va appeler l'arpenteur où il va demander à l'acheteur est-ce qu'il a un arpenteur qu'il préférerait. Maintenant, c'est à ce moment-là que le notaire appelle l'arpenteur pour venir récupérer les titres chez lui pour procéder à l'arpentage. Revenons au projet. Alors, nous, l'agence, on essaie d'accompagner le client dans tout le processus. Et ça, c'est très important. Et je dois dire que le client apprécie justement ça. Parce que je parle justement, on a parlé de l'aspect notaire, on a parlé de l'aspect arpentage, mais par exemple, il y a l'aspect BOC aussi, qui est, je dois dire, un petit peu une peur. La plupart des clients qui viennent à nous, quand on leur demande comment vous comptez justement acheter la propriété et qu'ils me disent, bon, on va passer par un financement, bien souvent, ils ont très peur d'aller à la banque. Ça ne veut pas dire qu'ils ne seraient pas solvables. Ce sont des clients qui pourraient être solvables, mais ils ont peur. Donc, nous, en tant qu'agence, nous les accompagnons, même parfois à la banque. Nous les prenons le rendez-vous et nous allons avec le client s'il le souhaite. Quel est le pourcentage de l'agence? Qu'est-ce que vous percevez comme pourcentage? Pour la location, comme en Haïti, on demande un demi-mois. C'est-à-dire que si le client, par exemple, loue je vais dire par exemple un chiffre comme ça, 1 500 $, donc à la signature du contrat, c'est-à-dire que pendant tout le processus, pendant les visites, tout le temps que le client ne trouve pas un bien qu'il aime, on ne charge rien. Maintenant, à la signature du contrat de location, le client nous donne demi-mois, c'est-à-dire 750 $, une fois la moitié. Maintenant, pour la vente, on demande 5%. Qui se fait aussi à la fin de la transaction. C'est-à-dire que si la transaction prend 8 mois, c'est après les 8 mois, au moment de signer l'acte de vente chez le notaire et que le paiement se fait, que le client doit nous remettre les 5%. Et si le paiement se fait sur une base de versement mensuel? Pour l'achat? Pour l'achat, par exemple. Malgré tout, la personne doit nous donner notre commission. OK. Donc, dès qu'une entente est signée, il faut qu'ils nous remettent la commission. Et Samantha, vous me parliez tantôt de ce projet que vous avez à Debussy, c'est ça? Oui. Et c'est apparemment un vaste terrain sur lequel vous construisez plusieurs maisons. 6 maisons. Alors justement, donc, par rapport justement à cette frustration-là que nous avions, et on avait pas mal de personnes qui nous demandaient des maisons à acheter, et ce sont des gens qui auraient pu être solvables. Et on s'est dit, on ne peut pas trouver ces maisons. Et on est frustré parce que vraiment, on aurait aimé justement leur donner satisfaction, mais on n'arrive pas parce qu'on n'arrive pas à trouver ces maisons. Donc, on s'est dit, bon, on va se lancer. Alors, c'était un mini-projet, c'est un essai, en fait, qu'on a voulu faire. Et on a contacté justement une compagnie de construction qui est GB Design. Et quand on leur a présenté justement le terrain, ils ont eu justement la même vision que nous. Ils ont vu le potentiel, ils ont vu justement les opportunités qu'il y avait. Et donc, on a travaillé sur les plans. Et maintenant, nous sommes en mesure de proposer 6 maisons. Donc, nous avons lotissé le terrain en 6 lots, exactement. Et nous avons des terrains qui commencent à partir de 285 mètres carrés. Le plus grand est 300 mètres carrés. Et nous avons 6 maisons. Ce sont des modèles identiques. Et ce sont des maisons neuves et 3 chambres à coucher, 2 salles de bain et demi. Et nous avons pris en compte les demandes
enfin, la plupart des demandes que nous avons, de quel style de maison que les gens aiment, etc. Est-ce que les dépendances sont importantes, combien de toilettes, etc. Nous avons ces demandes-là régulièrement. Donc, on a essayé de se rapprocher le plus que possible des demandes que nous recevons et du budget plus ou moins que nous recevons aussi. Et justement, le budget maximal que nous savions recevoir, c'est justement des budgets de 250 000 $. Donc, nous nous sommes vraiment efforcés. Et malgré le coût du terrain, qui est quand même cher, parce que Debussy est cher. Et là, c'est le bas de Debussy. Et le bas de Debussy, on est à 2 pas de Marriott. Et le terrain aussi a une très belle vue sur Port-au-Prince. Alors, je dois dire que c'est vraiment un projet pilote. Nous voulions faire un essai. Nous avons quand même déjà 3 personnes qui sont intéressées et qui sont en processus justement pour le financement. Nous sommes très satisfaits et on espère pouvoir vendre les autres rapidement. Nous les vendons sur plan, je dois dire. Les maisons ne sont pas encore construites. Nous les vendons sur plan. Et j'invite d'ailleurs tous ceux qui auraient pu être intéressés de nous contacter. À ce moment-là, ce qu'on fait, on les invite à K-Expert. Ils viennent voir le plan de notre salle de conférence et on leur explique tout ce qui est inclus dans la maison. Et puis, à partir de là, si la personne maintenant veut aller plus loin, et on arrive à le financement. Ou bien... Quel est le montant à verser pour une maison de 250 000 $? Est-ce qu'on doit verser tout l'argent ou bien il y a un minimum que vous exigez? Ça va dépendre. Est-ce que la personne achète cash ou pas la banque? Est-ce que la personne va vers un financement? Parce que... Si la personne veut acheter cash, non. Ou bien si la personne veut acheter sa maison sans passer par la banque, parce que ça peut arriver, ça peut arriver qu'il y a des gens qui disposent de cet argent. Même si c'est cash, la personne va avoir plusieurs montants à verser parce qu'au moment de signer l'acte de vente, par exemple, ce sera l'acte de vente pour le terrain déjà, et la personne doit payer pour le terrain à ce moment-là, si c'est cash. Maintenant, par rapport à la construction, ça va être par phase aussi. Un moment. Donc, dans les 250... C'est 2 achats qu'on va faire? Non. On achète le terrain? N'oubliez pas que la maison n'est pas encore construite. Mais par contre, le terrain est là. Donc, le terrain est là. Donc, quand vous allez chez le notaire, vous posez toutes les questions que vous avez. Et que maintenant, on s'entend, vous êtes d'accord. Donc, le notaire va rédiger l'acte de vente pour le terrain. Et vous êtes maintenant propriétaire du terrain. Ça, vous n'avez pas besoin d'attendre puisque c'est là. Maintenant, il y a un montant qui est alloué pour le terrain. Donc, quand on signe l'acte de vente pour le terrain, donc, il faudra verser pour le terrain. Je veux savoir le prix du terrain. Et pour le terrain, c'est 50 000. Maintenant, quand vous avez fini de payer pour le terrain, le notaire va... Vous permettez, s'il vous plaît, j'achète mon terrain pour 50 000 $. Est-ce que je suis tenu de soumettre à l'agence la construction de... Est-ce que je dois tenir compte du plan? Tout de suite, après la signature de l'acte de vente, il faut signer le contrat de construction. Oui, parce que tout de suite chez le notaire, pour continuer le processus, ce n'est pas seulement le terrain ce jour-là. Donc, je ne peux pas acheter le terrain et passer outre le plan? Non. Donc, ça, c'est un package? Package. C'est un package. Voilà. OK. Sinon, il n'y aura pas de transaction? Non. Je pensais qu'avec mon titre, je pourrais disposer de mon terrain comme bon me semble. Pour toi, on va te trouver un autre terrain tout près. Quelle bonne nouvelle, quand même. Bon, écoute, c'est intéressant. Moi, ce qui, quand même, pourrait intéresser d'autres personnes, c'est l'extension ou encore la possibilité de dupliquer ou encore de reproduire ce genre de... On peut absolument faire ça. Parce que ce qui arrive par exemple, vous le faites à Debussy, pourquoi ne pas le faire, par exemple, à Cité Soleil? Pourquoi ne pas le faire aussi à Delma et autres? 10-15 projets de ce genre, donc ça pourrait quand même contribuer à embellir la cité, n'est-ce pas? Oui, justement. Alors, ce qui sera justement important, et parce que je dois quand même le préciser, un autre problème encore qui est vraiment, qu'il faut parler, c'est le manque de facilitation de crédit. Oui. Ça, je peux dire qu'en tant qu'investisseur, c'est un réel problème pour nous, déjà. Et je suppose que beaucoup de personnes qui auraient voulu investir, et c'est une barrière, vous voyez. Et même la personne qui veut acheter sa maison qui est en location, les manques de facilitation de crédit, il faut en parler. Ça, c'est vraiment un problème, une grosse barrière à permettre à cette personne d'accéder au crédit pour pouvoir acheter sa maison. Je sais qu'il y a eu justement quelques programmes qui se sont faits, qui ont eu quand même, je peux dire,
petit succès, on va dire, mais je pense qu'il faut faire plus. Parce qu'il y a cette demande-là, vraiment, qui est en souffrance. Beaucoup de gens voudraient vraiment acheter des maisons. Et à part justement les deux problèmes que j'avais parlé, qui sont l'instabilité sociopolitique et l'insécurité foncière, mais il y a aussi ce problème justement de facilité et de crédit qui vraiment dérange. Il y a un petit détail. Après les 50 000 $ versés, après les 50 000 versés, vous allez que ça m'intéresse. Oui, je vous attends au contraire aujourd'hui. Non, ce que je veux savoir, quel est le versement pour la construction? Et la première tranche, c'est 30%. 30% sur le montant total, les 250 000 ou bien? Non, sur la balance. Sur la balance, c'est 200. Oui, la balance est 200. Donc, vous allez donner 30% pour la première phase de la construction. Ensuite, et vous allez décaisser comme ça graduellement. Selon la construction. Parce que la personne aussi peut venir voir sa maison qui commence à prendre forme. Vous voyez, on va faire des réunions entre la personne, son ingénieur aussi, si la personne le souhaite, avec la compagnie de construction, pour que justement la personne voit devant elle sa maison qui commence à être 6 mois. Le contrat est de 6 mois maximum. Quel que soit le montant versé dans l'intervalle? Le contrat est standard et c'est dit 6 mois maximum. Donc la compagnie de construction a 6 mois maximum pour remettre la maison. Et puis après, on continue à payer? Après? Non. Ou bien est-ce que d'ici là, tout le monde aura été versé? Si la personne achète cash, d'ici là, la personne aura tout payé. Oui, non, mais dans le cas contraire, si la personne passe par la banque? Non, si la personne passe par la banque, n'oubliez pas que la banque finance pour vous. La banque aura fini de tout payer. Maintenant, vous allez payer les bons à la banque. Si quelqu'un décide de ne pas passer par la banque? Si c'est cash, d'ici là, la personne aura tout payé. Oh, on n'acceptera pas de versement par tranche de 20%, de 30%, de 50%? Non, c'est ce que je viens de dire. Pour les phases de la construction, le décaissement se fait graduellement. Mais arrivé à la phase finale, c'est-à-dire à la finition, la personne aura tout payé pour la maison. Dans 6 mois? Oui, exactement. 200 000 $. C'est ça. Mesdames, c'était un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Tout le plaisir a été pour nous. On espère avoir été quand même utile aux gens qui souhaitent avoir leur maison, leur propre maison, aux couples aussi, aux jeunes mariés qui désirent avoir leur propre maison. Donc, des informations ont été communiquées aujourd'hui. Et K-Expert, c'est à Pétionville, rue Moïse? C'est 7 rue Moïse, Pétionville, derrière Kinam de la place Saint-Pierre. Et vous fonctionnez 24 heures sur 24? 24 heures sur 24, si c'est par téléphone ou par email. Effectivement. Et je dois dire, nous avons un site web aussi qui est très visité, et particulièrement par la diaspora, mais aussi beaucoup en Haïti. C'est www.kayexpert.net. Alors, je veux dire, K-Expert, c'est KAYXPERT.net. Actuellement, au moment où vous nous parlez, vous avez combien de maisons disponibles à vendre? Je ne peux pas vous dire combien de maisons à vendre, mais nous avons plus que 5 000 listings dans notre website. 5 000 biens. 5 000 biens? Oui, listés dans notre portfolio. C'est quand même beaucoup. Disponibles sur notre website. Nous sommes très actifs, très dynamiques. Je dois dire que nous avons une bonne équipe aussi. Donc, à ce moment, je suis sûre que toute l'équipe est en train de nous regarder. On leur dit un petit hi. Salut l'équipe. Hello. Mesdames, merci infiniment d'avoir accepté d'être avec nous ce matin pour nous aider à bien comprendre ce qui se passe au niveau de ce secteur. Et très important de savoir, surtout avec les problèmes que l'on a aujourd'hui. Oui. Le problème des loyers, le coût des loyers. Merci infiniment. Passez une bonne journée. Je vous souhaite bonne chance. Merci à vous. Merci à l'équipe, à votre équipe, Wendell, vraiment. Et merci. Donc, nous attendons tout le monde à K-Expert. Voilà. Vous avez suivi, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'intérêt. Passez une bonne journée avec nous. Et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC.